Ce que j'aime le plus dans la littérature, plus peut-être même que le moment de lecture en soi, c'est quand on a l'occasion d'en parler avec d'autres lecteurs et lectrices. Bien sûr, il y a ce moment très particulier où un livre nous attrape, où il nous accompagne pendant plusieurs jours, où certaines phrases, d'ailleurs, continuent de résonner alors même qu'on l'a refermé. Mais ce moment qui suit la lecture a quelque chose de magique. Quand on parle d'un livre avec quelqu'un. C'est souvent d'ailleurs à ce moment-là que l'on se rend compte de la richesse d'un livre, quand on saisit vraiment la profondeur. C'est aussi pour ça que j'adore que l'on me conseille des livres. Parce qu'en général, quand quelqu'un prend réellement le temps de lire une œuvre qu'on lui a recommandée, on a immédiatement envie d'en reparler, d'aller plus loin, comme si cette lecture devenait soudain commune. Je le remarque souvent avec Brume littéraire. Quand quelqu'un vient me dire qu'il a découvert un auteur ou une autrice grâce au podcast, la conversation devient tout de suite plus vivante, plus enthousiaste. Alors, j'avais envie de créer ces hors-séries, des épisodes où l'on parle de livres avec celles et ceux qui me les ont conseillés. Et aujourd'hui, c'est Martin Boujol, que vous connaissez peut-être sous le nom de La Nuit se Rameau sur les réseaux sociaux, qui m'embarque dans un roman aussi fascinant que déroutant, À la Moute de Vladimir Bartol. Alors, je vais être honnête, j'avais jamais entendu parler de ce livre avant et j'en savais rien avant de l'ouvrir. Quand je suis d'ailleurs allé en librairie pour me le procurer, j'ai commencé à chercher dans la mauvaise section, mais il m'a fallu les conseils d'un libraire pour le trouver. Et ce libraire justement, que je connais assez bien, s'est lui-même laissé enthousiasmer par ce titre. Donc, je savais que j'avais désormais dans les mains un livre qui a marqué deux grands lecteurs que je respecte. Alors, je suis reparti avec ce pavé de plus de 600 pages sous le bras, un peu intimidé quand même. Et très honnêtement, je pensais mettre des semaines à le lire. Mais il y a des romans qui possèdent une forme d'élan étrange, et À la Moute fait partie de ceux-là. Le roman nous emmène en Perse dans les années 1090, dans une immense forteresse accrochée à la montagne, À la Moute, un lieu fermé sur lui-même, assez mystérieux. C'est là qu'arrivent deux jeunes personnages, Tahir et Halima. Tahir, lui, découvre la forteresse sous l'angle militaire. On lui apprend à combattre, à obéir, à croire. Et jour après jour, il est façonné pour devenir un fidèle absolu, prêt à mourir pour une cause qu'il comprend à peine. Halima, de son côté, pénètre dans un autre monde, celui des jardins secrets d'À la Moute. Un paradis artificiel construit pour séduire, pour manipuler et pour maintenir une illusion. Et au centre de tout cela, il y a Hassan ibn Sabah. C'est LA figure du roman. Un chef religieux, stratège, manipulateur, philosophe à ses heures perdues. Un homme capable de faire croire à ses disciples qu'il touche au divin, alors qu'il orchestre chaque détail dans l'ombre. Et au fil de la lecture, on se rend compte que la question centrale de cette œuvre est la suivante. Comment est-ce qu'on construit une croyance et jusqu'où peut-on contrôler des hommes lorsqu'on leur promet quelque chose de plus grand qu'eux ? Il y a dans À la Moute quelque chose de profondément hypnotique, un mélange de romans historiques, de contes philosophiques, avec des réflexions qui sont d'une modernité insoupçonnée. Et petit clin d'œil pour les amateurs de jeux vidéo, cet univers vous semble peut-être familier, et c'est pas un hasard, le livre a notamment inspiré la saga Assassin's Creed, mais on y reviendra. Revenons au récit, et pour ce faire, rejoignons Martin pour en discuter directement avec lui. Martin Boujol, créateur de contenu, un grand lecteur. C'est toi qui m'as conseillé ce livre, À la Moute, de Vladimir Bartol. Alors ma première question, pourquoi me l'avoir recommandé ? Pourquoi, quand je t'ai contacté et que je t'ai dit, écoute, on peut faire un podcast sur le livre de ton choix, à quel moment est-ce qu'on se dit, je vais prendre celui-là ? C'est parce que c'est un style de livre que j'aime beaucoup. C'est le style de livre en fait que peu de monde connaît, dont peu de monde parle, mais qui pourtant est excellent. Pour moi, c'est un livre qui devrait vraiment être lu par tout le monde. Et en fait, j'aime bien trouver ces espèces de pépites un peu perdues qui ont été peut-être très populaires à certains moments et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et c'est justement le sentiment que j'ai eu quand je l'ai lu. Je pense que ça devait être en novembre ou en décembre. Donc c'était encore assez frais dans ma mémoire en plus. Donc très récemment, hein ? Assez récemment, ouais. Et du coup, quand tu m'as demandé un classique que tu avais envie de découvrir, un bon livre un peu qu'on pourrait explorer et qui n'était pas forcément assez exploré aujourd'hui, j'ai tout de suite pensé à ça. Enfin, j'hésitais avec d'autres livres évidemment, mais celui-là m'est apparu comme un livre qui pourrait te plaire aussi. Parce que ça parle aussi d'une histoire, on le dira plus tard, qui est encore très actuelle. Parce que vous le savez, Brume littéraire, on a tendance à parler des grands classiques, ceux qu'on a déjà beaucoup explorés. Et là, avec ces hors-séries, le but, c'est aussi de donner la voix à d'autres personnes, que ce soit des libraires ou justement des personnes comme toi, créateurs de contenu, des gens qui quand même travaillent dans le monde du livre, pour découvrir justement ces pépites-là.
mais on n'en entend pas forcément parler de ce livre. Hein. Mais comment ça se fait ? Parce que c'est vrai que c'est un gros classique, hein, donc un classique écrit par un auteur d'origine slovène, écrit en slovène et publié en 1938, mais il passe presque sous le radar, même si c'est un grand classique. Alors il passe sous le radar au début, et c'est vrai qu'il n'est pas forcément écrit dans la meilleure période, parce qu'en fait c'est une dénonciation du fascisme finalement. La première édition avait été dédicacée à Mussolini, un peu en blague quand même, mais forcément ça passe pas. 28 et ont suivi les années 30, qui était un peu compliqué en Europe, notamment pour les antifascistes. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce livre est vraiment revenu à fond le 11 septembre 2001 en fait, quand il y a eu l'attentat des 2 tours. C'était une nouvelle chose en fait d'avoir ce terrorisme islamiste. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas. Et pour comprendre en fait les mécanismes de la radicalisation et comment en fait des hommes pouvaient décider de mettre fin à leur jour pour une cause, ou en tout cas servir la cause en mettant fin à leur jour, le Figaro avait fait un papier et recommandé de lire À la Mout de Vladimir Bartol pour expliquer en fait tous ces mécanismes d'endoctrinement en fait qui peuvent avoir lieu. Et ça avait vraiment relancé le livre sur la scène très fort. Et je pense que c'est là qu'il a eu vraiment ses premiers gains de popularité. Après, je sais pas comment il a été reçu quand il a été écrit. J'ai pas les infos sur avant, mais je sais qu'il y a eu un gros boom à ce moment-là. Et cette citation que Martin m'a fait souligner donne déjà le ton. Mais l'ardeur déchaînée qu'il avait remarquée chez ces hommes l'inquiétait encore plus. Il ne doutait pas qu'il y eût dans cette affaire quelques supercheries. Mais de quel genre, il n'aurait pu le dire. Il sentait que ces vieux soldats expérimentés étaient en passe de se transformer en bande de fanatiques sauvages, dont il n'était plus le chef discret, et de tomber toujours plus sous l'influence invisible du chef religieux. Mais n'allons pas trop vite. On a pu parler du contexte de parution et de l'intérêt contemporain pour ce livre, mais maintenant, il est temps de plonger dans le cœur du texte, et aussi de récolter certaines informations pour mieux le comprendre. On retrouve Martin Boujol. Alors c'est Hassan ibn Sabah qui est le premier maître des assassins, qui est en fait une secte ismaélite qui s'appelle les Nazaris. Il faudra peut-être reprendre l'histoire du début. Donc en fait il y a les chiites et les sunnites. Les chiites sont ceux qui croient que la lignée du prophète c'est du sang. Donc en fait c'est une question d'hérédité. Les sunnites eux vont croire qu'en fait il n'y a pas besoin d'un leader pour interpréter le Coran suffit. On peut le lire tous ensemble. Alors que les chiites pensent qu'il y a besoin de quelqu'un, d'un homme saint pour l'interpréter. Qui est issu d'une lignée royale, quasiment. Donc en fait, il faut une sorte d'interprète entre le texte, la religion et le commun des mortels. Voilà. Et après, en fait, ces différentes factions sont encore séparées en d'autres factions. Les Ismaélis, après, c'est déjà séparés des autres chiites parce qu'en fait, il y a eu forcément des fois des discussions sur où et comment, en fait, la lignée se séparait. Et en ce qui concerne la secte des assassins, ils sont partis, en fait, d'une autre branche ismaélite qui sont les Ismaélites de Nazari. Hassan, en fait, est porteur de cette secte ismaélite Nazari. C'est pas son camp qui va gagner, c'est le petit frère qui va prendre le trône. Le grand frère va être exécuté. Donc Hassan va être forcé de fuir l'Égypte où il était à ce moment-là. Et il va rentrer en Iran. Et là, ça va être les premiers pas où il va fonder en fait la secte des assassins. Il va pénétrer à la Mout, qui est une forteresse bien gardée chiite, qui est en plein milieu du territoire iranien qui est cerné par l'Empire turc. Qu'est-ce qu'il va faire Hassan ? Il va arriver dans cette forteresse et convaincre un à un les personnes de cette forteresse que sa foi est la bonne, que c'est lui qui a raison. Et donc en fait, dans toutes ces subdivisions, il va dire, écoute, il y a tout ça qui existe, mais moi j'ai raison. C'est ça. C'est moi là. Ouais. Et il va en fait, lui, convertir chaque personne de la forteresse jusqu'à ce que quand il confronte le chef de la garnison de la forteresse, ce dernier doit se rendre compte en fait, qu'ils doivent partir parce qu'en fait, toutes les personnes de la forteresse sont à la botte de Hassan. Et là, en fait, c'est son premier coup et c'est le début de la secte des assassins. C'est le début de la secte des assassins et notre livre commence en fait quelques années après cela. Parce que Hassan, il a un plan. Et c'est vrai que là, quand on parle de Al-Hamout, qui est donc le lieu que tu évoquais tout à l'heure, qui est aussi le titre de notre roman du jour, eh bien, il y a deux choses. Il y a l'histoire qui s'est bel et bien passée, et puis il y a le roman. Bien sûr. C'est un roman historique, hein, c'est ça. Roman historique, mais aussi conte philosophique. Donc en fait, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de ce podcast. On nous raconte une histoire, mais aussi dans un certain but. Est-ce que c'est aussi dans un but de nous convaincre, peut-être ? On y reviendra. Qu'est-ce que toi, t'en penses ? Pour moi, c'est une mise en garde. Une mise en garde ? C'est une mise en garde déjà contre le totalitarisme, une mise en garde contre les effets d'avoir un chef charismatique. Il montre en fait à quel point la manipulation et la peur peut porter très loin, et faire des dégâts, même avec peu de moyens. Ouais. Une résonance contemporaine, donc, non seulement quand c'était publié en 1938, Absolument. mais aussi aujourd'hui. Absolument.
Leur particularité sera un désir fou de mourir et un dévouement aveugle au chef suprême. Nous atteindrons les deux quand ils croiront, que dis-je, quand ils sauront que la jouissance éternelle les attend au paradis, après la mort. Et il ajoute, un peu plus loin, « Je veux faire d'eux des poignards vivants, qui doivent vaincre le temps et l'espace. Ils doivent apporter la peur et le tremblement, non parmi les foules, mais parmi les têtes couronnées et ointes. Une terreur mortelle doit tomber sur chaque puissant qui s'opposerait à nous. » Alors je propose qu'on plonge un petit peu dans le livre, déjà pour essayer de comprendre comment l'auteur, mais aussi comment Hassan met en place ce fanatisme. Donc on débute justement avec Halima qui arrive et qui entre en fait dans le harem de Hassan, ou ce côté-là, et Ibn Tahir qui est un homme très intelligent qui veut devenir donc Fedayeen. Mais qu'est-ce que c'est exactement ces Fedayeen ? Un Fedayeen, ça désigne celui qui est prêt à se sacrifier pour la cause. D'accord. Donc c'est des soldats un peu comme les Fremen de Dune, si on veut. C'est des soldats d'élite qui sont prêts à tout pour servir leur maître et qui vont le faire sans le questionner. Ce qui est le fondement d'ailleurs de la secte des Ismaélites et des assassins plus précisément, c'est qu'il y a le chef qui sait, le chef qui a la vérité, le chef qui a le plan, et il faut faire comme il dit de le faire. Parce que lui a une vision que nous on n'a pas forcément. C'est lui qui a la voix du prophète, et surtout, comme on le verra dans le livre, c'est lui qui a les clés du paradis. Parce que Mohamed lui a donné les clés du paradis, et ça fait de lui le chef suprême, et tout ce qu'il dit ne doit pas être questionné. Ou rien plutôt de ce qu'il dit ne doit être questionné. Il faut juste agir. On commence à arriver dans ce fanatisme-là. Et on commence à y arriver, ouais. Et à ne plus se poser de questions, en fait. On est convaincu. Et l'entraînement qui suit, parce que nous, on va donc suivre en parallèle Halima et puis Tahir. L'entraînement qui suit, il doit marcher sur des braises, il doit descendre une falaise. Enfin, c'est assez exceptionnel, assez incroyable tout ce qu'ils doivent faire. Ils doivent apprendre énormément de dates et aussi ne pas remettre en cause la parole de ce nouveau prophète. Un nouveau prophète, d'ailleurs, dans ce livre qui fait à peu près 600 pages. Première fois qu'on le rencontre réellement, c'est après seulement 200 pages. Enfin, c'est quand même assez particulier, non ? Un personnage principal qui apparaît aussi tard. Oui, en fait, je pense qu'il est juste pas beaucoup apparu en général dans sa vie, dans le sens où il a eu des voyages, il a appris, il est né d'abord en Perse, après il est allé en Égypte, après il s'est enfermé dans cette forteresse. Mais après, de ce que disent les livres, il n'est pas beaucoup sorti de son château. Il a vécu une vie qui a été assez ascétique. Il a pensé qu'à faire des stratégies, à lire, à écrire, à méditer. Et on dit qu'il serait sorti en fait que 2 fois de ses appartements depuis qu'il y a pénétré, et encore sur le toit de son immeuble, sur le toit de ses appartements pour s'adresser à ses fidèles dans les moments de crise. Mais sinon, il serait toujours resté à l'intérieur. Donc je pense que l'introduire ne serait-ce qu'à la page 200, c'est pas de trop pour montrer en fait à quel point il est coupé du monde et même de ses fidèles les plus proches. Et même à ce moment-là, tout le monde lui fait déjà confiance. Parce qu'en fait, il arrive à faire passer les ordres par ses hauts gradés, qui ensuite vont aussi pouvoir transmettre le tout. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas se montrer. Ça crée aussi quelque chose d'assez mystique, de mythique. Absolument. Presque aussi. C'est quelque chose d'inatteignable. Ouais. On ne voit pas Dieu. Et en fait, moi, si on me voit aussi peu, presque aussi peu que Dieu, ça veut dire que j'ai presque le même rang. Ça veut dire qu'en fait, j'ai tellement de choses plus importantes à faire que de vous parler avec vous, humble mortel ou même humble serviteur de. Moi, j'ai autre chose à faire en fait. Et je pense qu'il y a directement en fait cette figure mystique et cette figure de non-disponibilité qui fait que ça le met déjà en fait à un autre rapport par rapport aux autres. Oui, il est clairement au-dessus et il est beaucoup plus en contact avec l'au-delà qu'avec ici. Et d'ailleurs, justement, on y revient, ce que tu disais tout à l'heure, avec les clés du paradis. Il dit les détenir. Quand même quelque chose que les personnages mettent en doute. Quand il les rencontre de temps à autre, il leur demande « Est-ce que tu me fais confiance ?» Eh bien, il y a quand même un doute qui vient. Et il va réussir quand même à les convaincre d'une manière assez particulière, Martin. Alors là, je tiens à dire déjà que tout ce dont on va dire jusqu'à partir de maintenant, c'est dans le roman. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce qui a lieu dans l'histoire. C'est que des spéculations. Le problème, en fait, auquel Hassan est en train de faire face, c'est que, comme on l'a dit, il a été isolé dans Alamout, cerné par des millions de Turcs, qui ne sont pas de sa foi. Il n'a qu'une poignée d'hommes pour se défendre. Les autres ont des armées entières. Les chiites sont pas forcément en très bonne posture. Les chiites les plus proches sont l'empire des Fatimides, qui sont majoritairement en Égypte et au Maghreb, mais du coup assez loin de l'Iran, donc ils sont assez isolés. Et il n'a pas beaucoup d'hommes qui lui obéissent. En fait, il ne sait pas comment en fait il va réussir à tenir face à des hordes de personnes qui veulent prendre les forteresses et qui doivent le faire même au nom de la religion. Alors là, il va imaginer un stratagème. Comment en fait est-ce qu'il va faire pour tenir en respect
des armées entières avec seulement une poignée d'hommes. Parce qu'il a aucune chance, on va dire clairement, si c'est une armée contre l'autre, il est perdu. Sur le terrain, il a aucune chance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà d'abord entraîner des soldats comme des ninjas, quasiment. Ça va être des experts en maniement d'armes, des experts en combat rapproché. Si vous voulez, à côté de ça, on n'est pas forcément trop sûr de l'entraînement qu'il subissait, mais le Mossad, c'est de la blague à côté. Donc là, on est vraiment sur des espèces de super-héros d'élite qui sont rompus à la douleur, à la discipline, au manque de sommeil, au manque de nourriture. C'est des machines de guerre. C'est poussé jusqu'au point, d'ailleurs, où une des punitions, c'est de devoir arrêter de respirer jusqu'à s'évanouir. S'évanouir. Ouais, s'évanouir, ouais. Donc, faut quand même y arriver, parce qu'il y a quand même un moment où on va se dire, je reprends ma respiration. Et en fait, c'est tout un contrôle du corps qui passe par l'esprit aussi. C'est ce qui a amené beaucoup de... Il est beaucoup étudié aussi, même jusqu'à des heures tardives dans la nuit. Donc, il dorment très peu, s'entraîne énormément. Ouais. Et donc, il a une poignée d'hommes, mais le problème reste le même sur le terrain. C'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est que c'est des intellectuels aussi. La poésie est enseignée, la géographie est enseignée, l'histoire est enseignée. C'est pas juste des bras armés, c'est des gens qui sont cultivés, des gens qui arrivent à bien s'infiltrer, justement, on y reviendra. Des gens qui ont en fait une intelligence qui font qu'ils peuvent se mêler à tout et briller à la fois à la cour et à la fois dans le combat. Des hommes à tout faire. Des hommes à tout faire, quoi. des genres idéaux. On le verra que non. Ah ouais, non, plutôt pas. Maintenant, le seul truc qui empêche, disons, en fait, c'est qu'il faut que ces personnes aient une foi, en fait, qui est impossible à battre. Et il faut qu'il arrive à les convaincre que c'est lui le seul prophète et qu'il détient les clés du paradis. Quand vous serez consacré, vous serez prêt à mériter ces fastes. Allah a remis à Seydouna les clés du paradis qui vous sont destinées. Il ouvrira les portes du paradis à ceux qui obéissent précisément à ses ordres. Pourrait-il exister quelque chose qui soit capable de vous détourner du chemin de cette récompense ? Et plus loin. Si je t'ai bien compris, Insaba, continua-t-il, la force de notre organisation se construirait sur l'aveuglement des Fédaïnes, nos partisans les plus déterminés et les plus dévoués. Nous les égarerions de sang-froid et en toute connaissance de cause. Pour atteindre ce but, nous devrions faire usage de tromperies inouïes. Ton idée est vraiment grandiose, mais les moyens de sa réussite sont des êtres vivants. Ils sont nos amis. Comme s'il s'attendait à cette objection, Hassan répondit. En fait, la force de toute organisation repose sur l'aveuglement de ses partisans. Les gens occupent des rangs différents selon leur capacité à manipuler les idées. Ce qu'il va faire, ou en tout cas le stratagème qu'il imagine, c'est de leur ouvrir les portes du paradis. Littéralement. Littéralement. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? On l'a vu dans l'histoire, là, une des filles en fait qui rentre dans le harem, elle va avoir un rôle à jouer. Ouais, Halima donc. Halima. Il va faire un test au début pour voir en fait si son plan marche. Il va sélectionner 3 de ses meilleurs fédaïnes ou 3 des profils en fait qui semblent réceptifs, qui sont à la fois aussi bons sur le terrain que studieux, que croyants, que tout ce qu'il faut pour être un fédaïne en somme. Et dont Tahir fait partie d'ailleurs, le personnage dont on parlait. Absolument. Et il va leur ouvrir les portes du paradis. Comment il va faire ça ? Il va leur donner du hashish ou de l'opium. Je crois qu'il parle de hashish, je ne sais pas si ça désigne de l'opium à l'époque parce que ça me semble un peu fort pour du hashish. C'est des petites boulettes en tout cas qu'il leur donne. C'est des petites boulettes de quelque chose de bien concentré qui fait qu'en fait ils mangent ça et ils s'endorment assez immédiatement. En faisant des rêves assez fous. En faisant des rêves, voilà, ils sont complètement high les gars. Et quand ils se réveillent, ils sont dans un jardin magnifique avec de la nourriture, avec du vin, avec de la musique, avec des dizaines de femmes. Et voilà, ils sont convaincus, ils sont au paradis. Alors ils passent un excellent moment, une nuit entière même. Juste assez pour qu'ils goûtent au bonheur, à la volupté, à la plénitude. C'est la meilleure nuit de leur vie. C'est d'ailleurs la seule fois qu'ils ont le droit de boire de l'alcool à ce moment-là. Hein. Tout est ouvert en fait. Donc ouais, c'est vrai que c'est une éducation et un entraînement assez ascétique. Donc ils ne voient pas de femmes. D'ailleurs, les femmes sont interdites dans la forteresse initialement. Donc ils ne voient pas de femmes, ils ne boivent pas de vin, ils n'ont pas de canapé non plus. Enfin, je pense qu'on est vraiment au niveau d'inconfort le plus extrême. Ouais, on le disait justement, ils doivent réviser jusqu'à tard dans la nuit, ils sont dans l'inconfort extrême pendant la journée, pendant leurs entraînements. Ils sont dans des situations d'inconfort qui sont devenues tellement normales que tout d'un coup, là, ils se retrouvent dans des jardins magnifiques, des fontaines, des plantes qu'ils n'ont jamais vues de leur vie, des femmes qui sont justement à leur disposition, hein, on pourra peut-être y revenir. C'est ce côté-là, maîtriser le corps, maîtriser son corps, maîtriser le corps de l'autre. Mais donc, ils sont au paradis ? Alors, ils sont effectivement au paradis. Pour eux, ouais. En tout cas pour eux. Et là, ils vont boire une dernière coupe de vin
il va à nouveau les endormir. Et là, ils vont se réveiller là où ils s'étaient endormis initialement. Et là, il y a juste Hassan qui est là et qui leur dit alors, est-ce que je vous ai menti? Est-ce que je n'ai pas les clés du paradis? Et là, forcément, ils sont subjugués. Et ils vont être totalement convaincus. Ils sont totalement convaincus. Ils ont vu le paradis de leurs yeux. Et là, en fait, on va arriver à une des meilleures techniques de manipulation et de propagande, dans le sens où déjà, eux, ils sont convaincus qu'ils ont vu le paradis, que le paradis existe, que Hassan en a les clés et qu'il peut les envoyer là-bas. Hassan leur dit, si vous faites ce que je vous dis, si vous mourrez pour la cause, vous allez retourner au paradis, sans problème. Ouais. Donc les gars, ils sont déjà amoureux de moins 2 femmes là-bas. C'est bon, ils peuvent mourir demain, il n'y a aucun doute, ils seront heureux pour toujours. Donc ça, c'est déjà gagné. Mieux encore, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en plus d'être des guerriers fanatiques totalement convaincus de ce qui se passe, ils vont le dire à tout le monde. Ils vont le dire à tout le monde que Hassan a les clés du paradis, qu'ils ont vu leurs propres yeux. Et ils sont 3. Ils sont 3 à avoir vu les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'il y a des récits concordants qui parlent de la même chose, d'un bonheur absolu que les autres osent à peine imaginer. Donc pour moi, toute la stratégie de propagande, elle est toute faite. Et ils retrouvent d'ailleurs leur environnement qui est à l'opposé total. Ouais. L'inconfort total, rien ne va. Et ils ont maintenant cette vision du paradis, de ce qui les attend s'ils meurent. Mais pour la cause, ils ne peuvent pas juste décider de se donner la mort. Il faut que Hassan leur donne l'autorisation de mourir, c'est-à-dire qu'il leur donne une mission. Absolument. Et ensuite, tout le monde est convaincu. Ça va très très vite. Le plan a parfaitement marché parce que nous, dans le livre, on sait ce qui se passe. On sait que Hassan met en place ce plan. On connaît Halima. On va même voir la description, comment il s'organise, les différents personnages. Il y a d'ailleurs toute une hiérarchie au niveau de ces femmes dans ces différents paradis. Il y a les chefs, il y a celle qui décide, celle qui doit faire en sorte que ça fonctionne. Absolument. Et il y a toute cette hiérarchie. Comme chez les hommes aussi d'ailleurs. Oui, il y a exactement. Des généraux, je sais plus comment ils s'appellent, les dai quelque chose. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs grades. Et en fait, il y a 3 autres personnes qui sont au courant de ce plan, en plus de Hassan. Avant de retourner à la discussion avec Martin, j'avais envie qu'on s'arrête un instant sur ce passage du roman parce qu'il est vraiment central dans Alamut. À ce moment-là du livre, le plan de Hassan semble fonctionner parfaitement. Ces jeunes fidèles sont drogués, transportés dans ces jardins qui ressemblent à une vision du paradis, puis ramenés à la forteresse sans comprendre ce qui leur est arrivé. Et le plus fou dans tout ça, c'est que personne ne remarque quoi que ce soit. Ni les autres soldats, ni même les 3 qui ont cru partir au paradis. Alors forcément, quand ils reviennent, ils parlent avec une conviction absolue. Ils sont persuadés d'avoir vu l'au-delà. Et cette conviction devient l'arme la plus puissante de Hassan parce qu'il n'a presque plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ce sont ses propres disciples qui vont persuader les autres. Et ce faux paradis est tellement beau que les hommes n'auront plus qu'un désir, y retourner le plus vite possible. Tahir, lui, reçoit alors une première mission. Approcher le vizir Seljoukid et l'empoisonner. Et ce qui est frappant dans cette partie du livre, c'est le calme avec lequel il accepte cette idée. En fait, c'est une mission suicide. Mais la peur, elle a disparu. Parce qu'à partir du moment où l'on croit sincèrement que le paradis nous attend juste après la mort, eh bien, tout devient possible. Et c'est un plan qui fonctionne. Tahir réussit, mais Bartol ajoute quelque chose d'encore plus intéressant, juste après. Le vizir, empoisonné, comprend presque immédiatement ce qui vient de se passer. Il sait qu'il a été empoisonné, il comprend qu'il lui reste peu de temps à vivre. Mais surtout, il comprend que Tahir a été manipulé. On retrouve Martin Boujol. Le vizir est très intelligent en fait, et il se rend compte qu'il va mourir. Il se rend compte qu'il a empoisonné, il sait que il lui reste peut-être une journée, mais le vizir se rend compte que Ibn Tahir a été manipulé, finalement. Il sait qu'il y a tout un stratagème derrière tout ça, et c'est un des seuls, disons, qu'il ne va pas succomber à la peur, peut-être parce qu'il est déjà condamné, peut-être qu'il se rend compte que c'est déjà trop tard, alors je pense que la peur lui a été simplement ôtée, parce qu'il a plusieurs raisons d'être, et il va dire à notre assassin, il va lui expliquer en fait toute la machination derrière, lui montrer en fait à quel point il a été manipulé, à quel point en fait tout ça c'est un mensonge, et le charger de lui mettre fin à cela, parce que finalement c'est le seul en fait qui peut pénétrer dans la forteresse, c'est le seul qui a la vraie confiance de Hassan, c'est un de ces 3 fanatiques originels,
Et il va le charger, en fait, ou lui suggérer fortement de lui mettre fin à cette mascarade. Parce que tout le monde sait aux alentours que Hassan a un plan, on sait pas exactement ce que c'est, mais là, Tahir va justement le dévoiler en disant « Je sais que je vais aller au paradis, j'y étais, etc. » C'est ça. Et il va parler de ses jardins, et puis les hommes de ce vizir vont lui dire « On sait où sont ces jardins. Ils sont juste à côté. » Ouais. Et donc tout d'un coup, le plan tombe, mais au final, Hassan va réussir à garder le contrôle sur tout le monde. Ouais, il a essayé d'effriter le plan, il a essayé de fragiliser en fait le récit de Hassan, mais je pense qu'en fait Hassan a très bien compris quelque chose de la psychologie humaine, c'est que l'homme a envie de croire. L'homme, il a besoin de quelque chose en lequel croire. Et peu importe si le récit est hasardeux, peu importe si c'est pas vrai, peu importe s'il y a des trous, peu importe si c'est complètement faux, s'il est assez séduisant, l'homme va plonger dedans corps et âme. Et ça, on le voit tout le temps. Et je pense qu'il a très bien compris ça. Bon, alors dans ce livre, on utilise très rarement ce mot, mais ça nous fait quand même penser aux assassins. Alors ça, c'est intéressant en fait, parce que on les appelait les hashashin, en disant en fait, ça, c'était du coup cette propagande qui disait qu'ils fumaient du hash pour s'entraîner, pour aller visiter le paradis, pour commettre leurs méfaits d'assassinat. Et ce mot est resté en fait hashashin comme en fait celui qui donne la mort. Et ça, c'est un mot qui a été ramené en Europe par les Templiers, qui eux étaient complètement tétanisés à l'idée de croiser un assassin. Ce mot en fait est resté et a été ramené en Europe. Assassin est devenu en fait celui qui donne la mort. Ça vient de là de base. Après, il y a des doutes là-dessus. Il y en a qui disent que c'est vraiment la définition du mot et ça vient de là. D'autres disent que hashashin en fait, ça voudrait plus dire les suiveurs de Hassan ou les incorruptibles ou d'autres mots différents. Finalement, en fait, c'est assez flou l'origine de ce mot, mais moi, je me plais à croire que ça vient de hashashin et qu'en fait, le mot assassin vient d'ici, quoi. C'est juste une bonne histoire. C'est une bonne histoire et ça nous fait penser d'ailleurs à un certain jeu vidéo. Peut-être que vous y pensez déjà, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode. C'est vrai qu'il se passe encore des choses dans ce livre, mais bien sûr, je vous invite à aller le lire parce qu'il y a bien sûr plein de détails. Hein. C'est 600 pages, on ne peut pas les résumer. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais maintenant, je propose qu'on entre peut-être dans une deuxième partie où on entre vraiment un peu plus en profondeur aussi, peut-être, pourquoi pas, sur nos impressions de lecture, dire ce qu'on en a pensé et aussi, pourquoi est-ce que ce livre a eu, ou plutôt cette histoire a eu deux regains d'intérêt. Justement, en 1938, quand Vladimir Bartol va écrire ce texte et le publier, et également à nouveau en 2001. Aujourd'hui donc avec Martin Boujol, créateur de contenu, et bien sûr un grand lecteur qui nous parle de ce livre aujourd'hui, qu'il a lui-même choisi. Il y a une doctrine, il y a une phrase centrale dans ce livre et dans même tout ce monde des assassins, c'est... Rien n'est vrai, tout est permis. Pourquoi est-ce que c'est central ? En fait, cette phrase, elle explique tout. Elle explique l'entièreté du livre. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai, en fait, ça raconte la fragilité de la foi, en fait, simplement, ou la fragilité de la croyance humaine, ou en tout cas son énorme perméabilité, dans le sens où rien n'est vrai, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut, et que ces histoires soient chrétiennes, musulmanes ou autres, peu importe, le récit peut être construit de toutes pièces. Et ça, ce récit de toutes pièces peut donner naissance à toutes les croyances, et la possibilité d'avoir toutes les croyances peut justement tout permettre. Parce qu'au final, peu importe le récit qu'on raconte, on peut toujours en fait justifier des actes avec un récit, avec une cause, avec une manière de croire. Et je pense que Hassan l'a bien compris. Et justement, lui, il n'est pas si religieux que ça. Je pense que c'est justement en fait en se sortant de la religion qu'il a pu sortir cette maxime qu'on trouve d'ailleurs dans notre récit sur les régimes totalitaires. Hein. Je pense que si on prend notre presque 1984 de George Orwell, on est tout à fait là-dedans. C'est 2 plus 2 font 5, c'est ça, ou 1 plus 1 font 3. La vérité n'est pas importante dans George Orwell aussi, elle est toujours changeante. Et c'est pareil pour un livre comme Malamut. En fait, si rien n'est vrai, lui-même se rend compte, pour lui, c'est plutôt un athée justement qu'un religieux, mais tout est permis. Il va utiliser cette religion, il va utiliser cette forme de nouveau prophète pour manipuler, parce qu'il sait que ça fonctionne. Et donc avec tout ça, la religion ne devient plus qu'un outil. C'est plus important. C'est plus important, et de toute façon l'islam est tellement fragmenté déjà, eux c'est la sous-secte d'une secte, enfin au final il commence à avoir tellement de fragmentation, et je me demande si Hassan en fait à un moment il s'est pas rendu compte qu'au final il y aurait pas, ce serait pas impossible à réconcilier en fait, ne serait-ce que déjà il y a des guerres de religion entre musulmans et chrétiens, mais après il y a des guerres au sein de l'islam, est-ce que tu peux vraiment réconcilier des conflits qui ont lieu depuis plusieurs siècles ?
Je pense pas, finalement. Les gens, ils sont tellement convaincus qu'au final, il s'est dit, autant créer mon propre mouvement que je maîtrise complètement, avec lequel je peux faire ce que je veux. Et j'espère encore qu'il croit. J'espère qu'il croit en ses valeurs à lui. Même si il utilise des manières un peu bizarres pour manipuler, pour faire que les choses aillent selon comment il veut qu'elles aillent. Mais j'espère aussi que lui, en fait, il a des convictions fondamentales qui font qu'il pense faire la paix éventuellement. Il pense faire la paix éventuellement. Rien n'est fait, tout est permis. D'ailleurs, il va se débarrasser des personnes qui ne croient pas ou qui doutent. Il va pas hésiter à le faire puisque, à nouveau, rien n'est vrai. Même son propre système n'est pas vrai, mais tout est permis. Il peut s'en débarrasser. Et au final, avec cette phrase, tout est justifiable. Tout est justifiable. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les régimes totalitaires des années 30. Mais c'est aussi ce qu'on pourrait voir aussi aujourd'hui. Toute forme de fanatisme, toute forme d'extrémiste, en fait, va souvent tomber dans ces zones-là où tu commences à raconter des histoires et les raconter en fait de la manière qui t'arrange. Ce que fait Hassan, ce que font certains leaders politiques aujourd'hui, ce qu'ont fait des leaders politiques au siècle dernier. Je pense que c'est quelque chose qui est de tout temps et qui est justement très bien dénoncé dans ce livre de manière très claire en fait. C'est une belle histoire. Ouais, réécrire l'histoire, réécrire certaines vérités. Hein. Je parlais dans un podcast récent de Fahrenheit 451, un livre dans lequel, quand le personnage s'interroge, est-ce que les pompiers ne sauvaient pas des vies et éteignaient les maisons plutôt que de les brûler, puisque dans ce livre, il s'occupe à brûler les maisons ainsi que les livres. Et on lui dit non, regarde le manuel qui date de 1790 avec le premier pompier. Eh bien, c'était Benjamin Franklin. Eh bien, c'est comme ça qu'ils réécrivent l'histoire, et puis après coup, il sort que non, en fait, c'était un mensonge, mais on a besoin de réécrire cette vérité pour qu'elle colle à notre vision du monde. Et donc, ces dérives totalitaires, hein, donc on peut y venir. 1938, ça tombe au bon moment, ce livre. Ah oui, c'est déjà les régimes totalitaires sont déjà lancés de manière totale. C'est déjà la guerre en Europe. Oui. On n'est pas encore dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas parce qu'on n'est pas encore en 39 que tout n'est pas lancé finalement. Il y a déjà eu des annexations, les Juifs sont martyrisés de partout, plein de minorités en fait sont déjà mises de côté, les fautifs sont déjà désignés, chose qu'on revoit dans ce livre aussi au final, les mécanismes sont toujours les mêmes. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que en lisant ce livre, en avançant, en fait, on a quand même envie que le plan de Hassan fonctionne. Comme souvent dans les livres, on se retrouve du côté du personnage principal. Et d'ailleurs, ça nous fait parfois hésiter. Hein, quand on lit Lolita de Nabokov, par exemple, eh bien, c'est aussi toute une stratégie de nous mettre du côté du mal. Parce qu'on a tendance à être toujours du côté de la personne dont on lit l'histoire. Ouais. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Et parfois, on se retrouve à se dire comment est-ce qu'il va faire son plan, à être curieux, à vouloir que ça fonctionne, alors qu'en fait, ce qu'il fait, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Et en même temps, je pense qu'il y a une nuance à mettre dans ce livre particulièrement parce qu'en fait, on est du côté du mal, mais on est aussi du côté du petit. Dans le sens où c'est David contre Goliath. Et il joue avec quelques dizaines de milliers d'hommes contre des millions. Et finalement, peut-être qu'il n'a pas raison, peut-être que ses méthodes sont questionnables, mais au final, il va défendre une doctrine avec une poignée d'hommes. Moi, je me sentais un peu comme Robin des Bois quand je lisais ce livre, finalement. J'étais le petit homme dans la forêt qui est caché dans sa forteresse et qui va un peu manipuler, certes, mais surtout rusé, en fait, pour parvenir à ses fins. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui rend ce personnage éminemment sympathique, notamment pour les gens qui ont aimé jouer aux jeux vidéo, c'est que faut pas oublier que Alamut de Vladimir Bartol, c'était l'inspiration première pour le jeu Assassin's Creed. Un jeu qui a rencontré un immense succès d'ailleurs. Absolument. Et il y a cette sympathie quand même. Il y a cette sympathie, mais parce que je pense que nous, en tant que jeunes hommes entre 20 et 30 ans, on a été bercés avec Assassin's Creed. Et du coup, on a joué... moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures à jouer à ce jeu vidéo où c'était moi l'assassin. Où je voulais me battre contre les méchants templiers. C'est complètement anachronique. C'est complètement... y a des inspirations, certes historiques, mais au niveau de l'histoire, on est complètement... c'est pas du tout juste. Mais j'y ai cru. Et j'étais assassin moi, et Hassan a été mon maître aussi dans le jeu vidéo. Et du coup, je pense qu'il y a j'ai toujours une affection, en fait, envers ce tyran, finalement. Ouais, donc un jeu vidéo qui est sorti fin des années 2000 et puis qui a eu toute une saga, qui s'est développée dans les années 2010, dans laquelle justement on incarne un assassin ou différents assassins à travers les différents volets. Le premier se passe justement au 11e siècle, si je me trompe pas, 11e ou 12e siècle. 12e, ouais. Et puis ensuite, ils sont en Italie aussi pendant la Renaissance. Enfin voilà. Ouais. Après, ça revient, il y a eu quelques déplacements, mais c'est vrai qu'il y a ce plaisir-là de se dire, il y a les grands, c'est les méchants, et nous, on est petits et on a la vérité. Et au final, est-ce que Hassan ne crée pas un fanatisme pour rencontrer un autre ?
Ou est-ce qu'il crée pas une vérité qui s'oppose juste à une autre vérité qui a été créée toute pièce? Alors ça, je pense que dans le cas de la religion, tout est. Enfin, moi, je suis assez athée ou plutôt agnostique, mais je pense que toute religion finalement obéit à un récit qui a été largement inventé, romantisé, changé, et ça, c'est le cas de toutes les religions. Moi, ce que je pense que Hassan fait, c'est qu'il ne crée pas une doctrine pour rencontrer une autre. Il va créer une doctrine pour contrer. Il va créer une arme en fait. C'est une solution militaire qu'il fait. Je pense que ses préceptes et ses messages sont intéressants. Je pense qu'ils ne sont pas forcément si loin finalement du reste de l'enseignement islamique. Je pense que la plupart des musulmans, je ne suis pas un expert encore une fois, mais je pense qu'il y a ce schisme entre les chiites et les sunnites sur qui est le prophète, comment interpréter le Coran, etc., etc. Je pense qu'in fine, leurs valeurs morales sont assez similaires. C'est le respect de l'autre, c'est l'amour, c'est pas trop d'excès, c'est vivre une vie normale, une vie simple où on fait le bien. Je pense qu'ils sont tous assez d'accord là-dessus finalement. Comme les chrétiens, comme les juifs, comme les bouddhistes, comme toutes les religions. Je pense que Hassan, en fait, pour lui, la religion n'est plus si importante. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il crée une arme pour, en fait, défendre une communauté et essayer, en fait, d'attirer de plus en plus de fidèles sous les drapeaux des Ismaélites Nazari. À nouveau, donc, un personnage très complexe, hein, c'est aussi une des forces du livre dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est pas juste des personnages simples, c'est qu'ils ont une complexité, et puis d'ailleurs avec Halima, avec Tahir, avec Hassan, on a des personnages qui sont très différents, qui se retrouvent, qui parfois se posent des questions, et puis au final c'est un livre assez amoral, en fait on nous dit pas quoi penser. Dans ce livre-là, tout le monde a l'occasion, enfin le lecteur a l'occasion, lecteur et lectrice, de se faire ses propres réflexions, et on ne juge pas les différentes réflexions, ce qui est aussi assez intéressant, ce qui nous met aussi dans cette position de se poser la question, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait à ce moment-là? Qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'avais été à sa place, si j'avais été à la place de Tahir qui, tout d'un coup, découvre que ce paradis, celui que Hassan lui a promis, n'existe pas, ou en tout cas que ce n'est pas ce qu'il attend après son décès, mais au final, il va quand même hésiter à nouveau. Enfin, on se retrouve un peu dans la même situation où on se dit, mais qu'est-ce que moi je pense? Oui, et au final, je pense que c'est pas si important ce qu'on pense. Je pense qu'en fait, on est vraiment pris dans l'histoire. On a accès à une histoire qui est folle, qui est très intéressante. Et puis après, en fait, quand on lit un peu plus sur le livre, on se rend compte qu'en fait, tout n'était pas forcément vrai. Par exemple, cette histoire de paradis, cette histoire de drogue, de hashish. On dit même qu'ils étaient drogués quand ils performaient leurs assassinats. Mais ça, c'est absolument improbable. Enfin, pour faire un assassinat, on imagine qu'il y a des moments où ils doivent escalader des tours, passer des gardes, en assassiner d'autres, manier la lame de manière très précise. Je pense que qui a déjà fumé un joint se rendra compte que c'est pas forcément très facile à faire à ce moment-là. Donc ça, j'y crois pas trop. Et en fait, tout ça, ça a été un peu décrié par justement des gens qui étaient en propagande en fait contre Hassan et qui disaient oui, c'est des gens qui se droguent, c'est des gens qui voient des femmes, c'est des gens qui boivent de l'alcool. Et en fait, on a dénoncer en fait cet endoctrinement ou en fait, ces techniques d'endoctrinement pour en fait diminuer la foi, enfin la supposée foi en fait qu'avaient ces hommes en leur maître. Alors qu'en fait il y a une version de l'histoire qui est probable aussi où c'est juste des gens qui avaient une foi impossible à challenger, une foi vraiment profonde en les dires de leur maître et qui exécutaient juste de manière claire, précise et pleine d'obéissance sans avoir eu ces promesses de drogue et de jardin et tout. Donc ça c'est vraiment une lecture de l'histoire, mais à travers la propagande peut-être que les autres personnes en ont fait. Absolument. Donc je pense que c'est une vision déjà très orientée et très négative de Hassan. Notre vision européenne est aussi beaucoup impactée par ce qu'a écrit Marco Polo dans le livre des merveilles, où justement il parle de cette drogue, il parle de ces choses-là, sachant qu'il n'est pas forcément allé à Alamout. Hein. Peut-être que justement il a entendu les différents récits. Absolument. Mais donc historiquement, il y a encore beaucoup de choses qui sont à mettre entre des gros guillemets, comme on dit. Mais en tout cas, le livre reste plaisant à lire. Il soulève beaucoup de ces questions. Et puis, encore une que j'aimerais te soumettre, Martin. Est-ce qu'il critique celui qui crée le fanatisme ou ceux qui sont fanatiques? Selon toi? C'est une bonne question. Parce que si on reprend le tout, justement, que ce soit 2001 ou justement 1938 avec la parution du livre, oui, il y a les têtes de ce totalitarisme, mais souvent on dit oui, mais au final... Ces hommes politiques, parfois, ils sont aussi arrivés au pouvoir, pas forcément par la force, mais parce qu'il y a des gens qui y croyaient. Moi, je pense que... c'est une grande réponse. Je pense qu'il critique surtout le manipulateur. Je pense que c'est difficile de critiquer le manipulé. Parce qu'en fait, on se rend compte que à toutes les époques, dans toutes les histoires, il y a des moments,
des gens qui vont se faire manipuler sans forcément questionner. On le voit encore aujourd'hui, on l'a vu au siècle dernier, on l'a vu au siècle d'avant. Les gens ont en général besoin de croire en une histoire, quelle qu'elle soit, et sont souvent un peu enclins à examiner vraiment et à questionner leurs croyances. On l'a vu de tout temps, que ce soit avec la religion, que ce soit avec des convictions politiques. Je dis pas que personne ne peut changer d'avis, mais je dis qu'en général, en fait, là où il faut mettre des garde-fous, c'est surtout sur ces personnes qui peuvent convaincre. Je pense qu'on ne peut pas vraiment éduquer l'ensemble de la population et les critiquer, en fait, pour se faire prendre en fait, par des schémas comme ça, parce qu'on le voit que ça arrive avec tout le monde, à toutes les échelles sociales, dans tous les pays du monde. Je pense pas qu'il vise à critiquer le fanatique. Après, peut-être que tu n'es pas forcément d'accord avec moi, hein, mais je pense qu'il y a vraiment une critique du manipulateur lui-même d'abord. Une critique du manipulateur, c'est vrai. Il y a quand même certains personnages dans ce livre où je me dis, quand ils sont au point de toucher à la vérité, ils décident de... Enfin, ils s'arrêtent pour ne pas aller trop loin, pour ne pas briser leurs illusions, et qui préfèrent se contenter d'une illusion, certes fausse, plutôt que d'une réalité qui serait douloureuse. Donc je me demande quand même s'il n'y a pas aussi une certaine critique à ce niveau-là. Je vois ce que tu veux dire, de trouver plus de confort dans une illusion, justement, parce qu'au final... tout n'est qu'illusion au final, c'est la perception de nos sens, mais qui est aussi qui peut être biaisée par énormément de choses. Mais tout n'est qu'illusion dans le monde. Hein. Le fait que je puisse pas te sauter dessus et te poignarder, c'est une illusion. C'est parce qu'en fait, on a un code moral, on a un code civique, on a un code des lois qui m'empêchent de le faire. Heureusement. Le fait que tu doives payer ton pain quand tu vas à la boulangerie, pour prendre un exemple beaucoup moins tragique, c'est en fait notre système de croyance qui fait qu'en fait l'argent ça a de la valeur, qui fait que le boulanger quand il a fait son pain, il était sûr qu'il allait recevoir de l'argent de toi grâce à ça, et que tu n'allais pas le piller, et que tu puisses pas rentrer dehors des horaires d'ouverture. Enfin, tout ce qu'on a créé autour de nous, c'est tout un mythe. Donc je pense que oui, peut-être qu'il y a cette idée en fait de critiquer en fait ces personnes qui une fois qu'ils s'approchent trop ou qui sortent un peu trop du mythe risquent de ne plus y croire, et ensuite de penser par eux-mêmes, ce qui serait une bonne chose. Mais je pense qu'en fait, la plupart des gens ne veulent pas ça. Je pense que la plupart des gens, en fait, et ça c'est ce que Hassan a vu aussi, veulent une histoire claire, un set de valeurs auxquelles ils doivent obéir, et pas forcément trop questionner les choses. Et je pense que ça, c'est la plupart des gens encore aujourd'hui. Une sorte de manuel d'utilisation. C'est ça. Comment faire ? C'est ça. Même si je serais absolument pour que tout le monde lise, pour que tout le monde soit plus éclairé, pour que tout le monde ait un système de réflexion critique, je pense qu'on s'en approche un peu aujourd'hui. Juste, je pense qu'en tout cas, dans le 11e siècle, on avait peut-être un peu moins accès à l'information, donc c'était plus facile à endoctriner, mais je pense qu'au final, c'est difficile de critiquer le peuple pour ça. Parce que je pense que de tout temps, à chaque époque, on l'a vu, et c'est très difficile, je pense. C'est très difficile. En préparant cet épisode, je m'étais noté cette phrase d'ailleurs. Ouais. On ne cherche pas la vérité, on cherche l'illusion la plus confortable. C'est peut-être ça, hein ? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Celle qui est plus confortable, ça peut être la plus accessible, ou bien celle qui nous demande le moins d'efforts pour y arriver. C'est ça, celle qui nous plaît le plus, qui est plus en accord avec ce qu'on fait déjà aujourd'hui, avec notre réalité, avec notre propre code moral, avec nos arrangements personnels. Et plutôt que d'essayer de vouloir convaincre tout le monde de trouver la vérité, est-ce que ce serait pas justement une sorte de solution d'accepter juste les illusions des autres personnes ? Ça paraît peut-être un peu extrême comme phrase, mais au final, si tout le monde est dans une illusion différente, il n'y a pas de vérité à nouveau. Donc en fait, la seule manière de vivre ensemble, c'est d'accepter les illusions des autres. Ah ouais, alors si on part sur un raisonnement métaphysique comme ça, absolument. Oui, non mais ça c'est une évidence, je pense. C'est que les gens en général ne se rendent pas compte qu'on a tous des échelles, on a tous des vécus différents, on a tous des valeurs différentes, on a tous des appréciations et des visions du monde différentes. Et en fait, souvent nos désaccords viennent de ça. Ça veut dire qu'on va pas avoir le même avis sur quelque chose, mais parce qu'en fait, on ne peut possiblement pas l'avoir, parce qu'en fait, t'as pas eu même accès aux mêmes expériences que moi, et moi, j'ai pas eu accès aux mêmes expériences que toi. Donc c'est impossible qu'on ait la même vision de la vie exactement. Et je pense que il faut accepter les illusions des autres. Chacun peut avoir ses illusions, ses vérités. La liberté, c'est de pouvoir vraiment faire ce que tu veux, tant que tu n'empiètes pas sur celle des autres. Ce qui n'est pas du tout le cas dans ce roman, pour le coup. Non, alors dans ce roman, vraiment pas, on est à l'opposé. Mais oui, accepter que les autres soient dans une illusion, mais aussi se rendre compte que nous-mêmes, on est dans notre illusion. Absolument. Voilà, après, ça se traduit par différentes choses. Notre bulle sociale, c'est vrai, en fonction des études qu'on a faites, des travaux qu'on a effectués, etc. Martin, toi qui es un grand lecteur, tu as d'ailleurs un livre qui vient de paraître, ou tu as un livre qui paraît sur la lecture.
Est-ce que la lecture peut nous permettre d'arriver à ce stade-là, à cette acceptation, ou à sortir, ou à conforter une certaine illusion? Bien sûr, on le voit déjà dans ce livre, ça nous montre déjà en fait à quel point il peut y avoir des illusions, à quel point les gens peuvent être manipulables, à quel point en fait on peut y avoir des échelles de valeurs complètement différentes. Et je pense qu'en fait justement chaque livre est une manière de sortir de notre propre échelle de valeurs, d'aller voir en fait comment c'est dans la tête de quelqu'un d'autre, avec un autre point de vue sur le monde, avec d'autres perceptions de ce que c'est l'amour, de ce que c'est l'amitié, de ce que c'est une grande histoire. Et je pense que à chaque fois qu'on lit, on a accès à d'autres récits et en fait à cette pluralité du monde, cette pluralité en fait des esprits. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on avait déjà pas mal des récits qui étaient un peu plus fragmentés dans nos sociétés à l'époque. Maintenant, les récits, c'est assez simplifié. On a vraiment l'Orient qui englobait l'Orient, l'Occident qui englobait l'Occident. Et à chaque fois qu'en fait un grand pays envahissait un plus petit, il était un peu englobé dans son histoire. Et en fait, leurs histoires étaient complètement tuées. Et là, en fait, je pense que justement, en lisant, on retouche cette fragmentation du monde, on retouche cette fragmentation des gens. Et en fait, à chaque fois qu'on lit un auteur, on pénètre dans son esprit, on a accès à une autre vision, quoi. Et je pense que pour ça, la littérature, c'est capital, c'est très important. Je pense qu'on devrait tous lire peut-être au moins un livre par mois, quoi, histoire de se voir en fait ce que c'est d'être quelqu'un d'autre, de penser différemment. Et ça nous aide déjà à mieux comprendre les autres, mais aussi à mieux comprendre qu'on peut être différent et qu'on a des illusions différentes, comme on le disait avant, et qu'on n'est pas obligé de penser pareil. Est-ce qu'il y a des auteurs qui en valent plus la peine selon toi, dès que tu apprécies particulièrement, que tu conseillerais de lire? Oh, ça dépend des goûts, ça dépend des couleurs. Évidemment, comme on l'a dit, Vladimir Bartol, allez-y, je pense que c'est un no-brainer, c'était génial. Moi, dans mes préférés, il y en a plein, hein, mais j'ai toujours été un grand fan de Romain Gary, qui, pour moi, écrit des romans qui inspirent le courage, qui inspirent la témérité, qui montrent en fait tout un pan de l'histoire du XXe siècle, et en même temps, qui sont parfois drôles, qui sont lumineux, qui sont tristes. Moi, je pense qu'il y a un peu de tout dans Gary. Une belle leçon d'imagination en général. Je suis en train de relire Kessel, qui était le modèle de Gary, un grand écrivain voyageur, grand reporter de guerre, mais pas que, qui écrit des romans qui sont superbes, mais des récits qui sont encore mieux peut-être. Ouais, notamment quand on pense aux lions, les cavaliers, ou bien les cavaliers, les mains du miracle. Ça reste un texte. Les mains du miracle, magnifique. Je suis en train de lire la poésie de Marina Tsvetaeva, donc on est sur la poésie pour le coup. Ouais. Mais j'aime beaucoup la poésie aussi. Autre que des histoires, en fait, la poésie va nous montrer presque des photos. Ça veut dire que en fait, ça va nous montrer des images. Et ça va vous faire voir une goutte d'eau sur une feuille d'une manière que vous n'aviez jamais considérée avant. Et je pense qu'en fait, la poésie est peut-être le type de littérature qui nous sort le plus de notre échelle de valeur, parce qu'en fait, elle revient à un stade très naturel, très contemplatif, où on n'est plus habitant du monde simplement, mais on l'expérimente en fait différemment avec la poésie. On le voit différemment, on le voit en fait comme un spectacle, et on apprend à être attentif à la plus petite des choses. Et ça, je pense que c'est très reposant, surtout à notre époque où on est tout le temps bombardé de plein d'infos, de plein de vidéos différentes, de plein de stimulations. La poésie aide à reprendre en fait la mesure du temps. Et ça, j'aime bien. À ralentir. On ne comprend pas tout directement, donc parfois il faut relire. Mais ça, c'est pas dans tous les livres, je pense que peu importe. Il faut tolérer aussi parfois. Je pense que c'est un truc, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, il y a tout un truc aussi où les gens, quand ils commencent à lire, ils sont un peu frustrés de pas tout comprendre, notamment quand ils lisent des classiques ou d'autres livres un peu plus complexes, notamment à la Moute, moi j'ai pas tout compris. Je pense que le nouveau lecteur surtout doit apprendre à tolérer l'inconnu. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on n'est pas obligé de tout comprendre. Mais si on comprend déjà les 50% qui font qu'on arrive à suivre l'histoire, c'est déjà une victoire et c'est déjà une manière d'apprécier le livre. Il sera toujours temps de le relire pour encore mieux comprendre si on le désire. Au final, un grand lecteur, c'est un lecteur qui a abandonné énormément de livres. Oui, bien sûr. Et qui n'en a pas compris aussi une grande partie. Clairement, et qui va y revenir plus tard quand il aura plus d'armes pour les affronter. Exactement, et c'est toute la difficulté d'ailleurs aussi. On est dans une performative de la lecture, il faut avoir lu tel et tel, mais il y a tellement de livres, et plus on lit, plus on se rend compte de ce qu'on n'a pas encore lu. C'est parfois difficile, mais donc, poésie, un moyen de ralentir, et puis sortir de tout cela, mais s'ouvrir à d'autres mondes, à travers la lecture. C'est ça. Aujourd'hui donc, on parlait de Vladimir Bartol à la Moute avec Martin Boujol. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Alors, vous pouvez déjà me retrouver en librairie. Le Trésor des livres de Martin Boujol aux éditions Grasset, qui sera disponible dans toutes les librairies, qui est disponible dans toutes les librairies.
Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube. Ça s'appelle La Nuit se Rameau. Et j'y parle de livres, j'y parle de théâtre, de poésie, de romans, de contemporain, de classiques, d'astuces pour lire plus. Tous ces sujets qui me tiennent à cœur et qui, j'espère, vous plairont aussi. Beaucoup de choses en tout cas à découvrir. Dans tous les cas, moi je vous tiendrai au courant. Bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux, Luc Vinch directement. Bien sûr sur le podcast aussi, on vous tiendra informé des différentes nouveautés. Si Martin publie un nouveau livre, puisqu'il me semble que ça te traîne un peu à l'esprit. Oui. Créer de la fiction aussi. Oui, absolument. Voilà, absolument. donc... Je suis en train de rechercher pour là. J'ai plein d'idées. Ah, on voit à tes yeux qui brillent et à ton sourire que c'est des choses qui se préparent. Bien sûr, pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et le mot de la fin, Martin, quelque chose à ajouter ? Rien n'est vrai, tout est permis. Et voilà, on arrive déjà au bout de ce hors-série Brume littéraire. Et honnêtement, je crois que cette discussion résume parfaitement ce que j'aime dans la littérature. Ce moment où un livre quitte peu à peu les pages pour devenir une conversation. Parce que sans Martin, j'aurais pas lu À la Moute. Ou alors peut-être des années plus tard, au hasard d'une librairie. Et finalement, c'est aussi ça qui est beau. Les livres qui circulent grâce aux gens qui les aiment suffisamment pour les transmettre. Alors à nouveau, un immense merci à Martin Boujol, La Nuit se Rameau sur les réseaux, d'être venu partager cette lecture avec moi, avec autant de passion et d'enthousiasme. Et bien sûr, j'espère que cet échange vous aura donné envie de découvrir ce roman qui est vraiment unique. Si ce format vous plaît, il y aura d'autres hors-série comme celui-ci, avec d'autres lecteurs et lectrices. Et puis évidemment, Brume littéraire continue aussi avec les épisodes plus classiques, les analyses, les plongées dans les œuvres et les auteurs qui ont marqué l'histoire de la littérature. Alors si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner, le partager autour de vous et pourquoi pas, pour soutenir le podcast, lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide réellement. Encore merci d'avoir été avec nous et d'ici au prochain épisode, je vous dis bonne lecture.